Nous avons abordé la dernière fois la question de la critique indirecte des dogmes. Nous allons maintenant aborder la question de la critique directe, c'est-à-dire frontale. Je rappelle que le dogme, c'est une thèse sur le monde et aussi sur l'action, la manière dont on peut se comporter dans l'existence, les valeurs que l'on doit adopter ou que l'on doit refuser, et que cette thèse a ceci de particulier qu'on ne peut pas la mettre en cause parce qu'elle est supposée venir d'en haut. Elle a été énoncée par des auteurs inspirés par Dieu. Les auteurs de la Bible, ce n'est pas Dieu lui-même, mais ils ont été, les évangélistes, etc., ils ont été inspirés par Dieu. Et donc, c'est un texte sacré. Et donc, à partir du moment où on analyse le contenu des dogmes, qui vous disent il faut vivre comme ça, il faut adopter telle morale sexuelle, etc., et que la pensée critique se dit, après tout, peut-être y a-t-il moyen de frayer d'autres voies ou d'agir différemment, eh bien, à partir de ce moment-là, on heurte frontalement les dogmes et l'Église résiste puisqu'elle considère que ces thèses sont des thèses qui sont, en quelque sorte, gagées par Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'évolution de l'Europe? C'est assez complexe. Il y a eu des mouvements complexes. J'en ai parlé à propos du nom de la rose, la critique indirecte. Mais il y a d'abord un élément important, c'est qu'il y a, au XVIe siècle, une rupture, une division de la chrétienté que tout le monde connaît, c'est-à-dire la naissance du protestantisme. Les protestants sont des chrétiens, ils considèrent que l'Église et le Vatican et le pape représentent mal la chrétienté, ils considèrent que l'Église est corrompue, riche, etc., alors que l'Évangile prône la pauvreté, et donc ils décident de ne plus obéir au pape. Et donc il y a effectivement une scission entre catholiques et protestants, qui est une scission intéressante, ça se fait à l'intérieur de la religion. Donc les protestants, on peut dire qu'ils sont aussi dogmatiques d'une certaine façon, parce qu'ils se réfèrent aussi au texte sacré, mais le fait que le christianisme soit divisé l'empêche de dominer totalement la société, puisque la division est en lui. Et donc, de ce point de vue-là, ça crée un espace de respiration. Et à partir d'un certain moment, il faudra le temps, les gens vont s'habituer à ce qu'on puisse être membre, citoyen, sujet d'un seul pays et avoir des conceptions religieuses différentes. Auparavant, il y avait une union entre la religion et la politique. Alors, petit à petit, cette ouverture, qui n'était encore qu'entre catholiques et protestants, va se manifester par ce qu'on appelle la liberté de conscience. Et la liberté de conscience, c'est évidemment un combat qui va durer jusqu'au XXe et même au XXIe siècle. C'est non seulement le fait de pouvoir être catholique ou protestant, mais de ne pas être chrétien, d'adopter une autre religion, de ne pas en adopter du tout, et donc d'avoir un espace de liberté dans lequel on peut choisir soi-même son orientation, pour peu bien sûr qu'on respecte le même choix pour autrui, qu'on respecte les lois, qu'on paye ses impôts, qu'on défende le pays quand il est en danger, etc. Mais pour le reste, ça permet à l'individu d'avoir un très grand espace de liberté. Alors, ce grand espace de liberté, la liberté de conscience, c'est important, mais ça ne s'identifie pas à la pensée critique. Tout le monde le sait, si vous donnez aux gens la liberté de croire ou de ne pas croire ce qu'ils veulent, ben, ils peuvent croire à des choses qui sont pour vous très irrationnelles. Ils ont le droit, tant qu'ils ne font pas de tort à autrui. Ce qu'il faut pour la pensée critique, c'est que cet espace soit aussi occupé par des gens, des citoyens qui réfléchissent de façon critique sur le monde, puisqu'il y a un espace ouvert à la pensée critique, il faut que la pensée critique s'en saisisse. Alors donc, quand je parle de cette liberté de conscience est un des droits de l'homme fondamentaux. Vous savez, à partir du 19e et du 20e siècle, les droits de l'homme vont devenir vraiment la valeur politique fondamentale. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il faut d'abord respecter les droits de l'homme. Et rappelez-vous, le grand problème de l'expérience de Milgram, c'est ce qu'on avait enseigné aux gens, et ils ont fait le contraire dans l'expérience. Le premier droit de l'homme ici, c'est la liberté de conscience. La liberté religieuse, mais liberté de conscience est plus large, puisque c'est aussi la liberté de ne pas croire. Et cet espace de la liberté de conscience devrait pouvoir être occupé aussi par la pensée critique. On ne peut obliger personne à penser de façon critique, bien entendu, ce serait une contradiction dans les termes, puisque c'est une liberté, mais cette liberté, une fois qu'elle existe, il faut encore être capable de s'en saisir. Et ça ne vaut pas que vis-à-vis des églises, ça vaut aussi vis-à-vis des pouvoirs absolus. Petit à petit, les individus vont réfléchir à la meilleure manière de s'organiser en société. Les Grecs l'avaient déjà fait.
rappelez-vous, Aristote, et ils vont contester cette espèce de dogme politique qui est celui « vous devez obéir aux autorités établies, point à la ligne ». Souvent parce qu'elles sont investies par Dieu, et donc chaque fois qu'on invoque Dieu, c'est une manière de dire « vous ne pouvez pas y toucher ». En fait, ça ne sera pas tout de suite la démocratie, comme nous la connaissons aujourd'hui, mais petit à petit, la demande d'un contrôle du pouvoir pour que le pouvoir agisse de façon moins absolue et arbitraire. Par exemple, qu'il y ait une justice indépendante, qu'il y ait des lois qui soient appliquées, qu'il y ait une prévisibilité, qu'il y ait une certaine liberté d'expression, etc., etc. Ça va aussi prendre du temps, mais c'est tout à fait essentiel. Et c'est effectivement ce qu'on appelle à l'époque contemporaine l'autonomie de l'individu moderne. L'autonomie, ça ne signifie pas que vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous sommes plusieurs, donc nous vivons en société. Mais ça veut dire que l'individu a un large espace de liberté, à la fois sur le plan spirituel, liberté de conscience, et aussi sur le plan politique, qui lui permet de faire en sorte que l'autorité politique ne soit pas absolue. Et là, ça peut permettre à la pensée critique de se développer.